Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346. Le débat du jour. Alors, le 3 septembre dernier, la Cour supérieure du Québec a condamné la ville de Montréal pour avoir permis des interceptions, des interceptions aléatoires sur les routes sans motif et qui aurait mené à des profilages raciaux. C'est-à-dire, on dit que la police a arrêté des gens à bord de leur véhicule parce qu'ils étaient noirs et pas parce que c'était des gens qui avaient un comportement suspect. Aujourd'hui, le gouvernement du Québec a décidé de contester le jugement en l'amenant à la Cour suprême. Bref, la question qu'on se pose, est-ce que les policiers devraient mettre fin aux interceptions aléatoires et sans motif ou au contraire, est-ce qu'on devrait permettre ces interceptions-là, ces interpellations-là? On va en parler avec Max Stanley Bazin, qui est président de la Ligue des Noirs du Québec, et Stéphane Wall, qui est superviseur retraité au SPVM, spécialisé en usage judicieux de la force. Merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté de débattre. Monsieur Bazin, premièrement, comment vous voyez ça, vous, que le gouvernement du Québec conteste le jugement de la Cour supérieure? Écoutez, c'est quand même problématique. On se retrouve avec un jugement qui est relativement très clair, qui démontre les carences, c'est-à-dire les fautes qui ont été commises par la police, et c'est des fautes qui durent depuis longtemps, et fort malheureusement, le gouvernement décide d'aller en appel, et je vous dirais que ils avaient tout le temps, ils ont eu toute l'occasion de faire la preuve que c'était nécessaire, mais ils n'ont pas pu, ils ont échoué. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire de plus en appel? On verra. Monsieur Bazin, il y avait un jeune recherchiste qui travaillait pour nous, qui était de la région de Québec, un gars de race noire, et lui adore les bagnoles, puis il avait réussi à mettre de l'argent de côté pour s'acheter une belle auto de luxe, c'est ça qu'il aime. Il dit, je me fais arrêter constamment parce que je suis un jeune noir avec une auto de luxe. Est-ce que s'il était un jeune blanc avec une auto de luxe, est-ce qu'il se ferait arrêter aussi souvent en disant qu'est-ce qu'un jeune fait avec un bolide comme ça? Lui, il était convaincu, lui, que la couleur de sa peau jouait un rôle là-dedans. J'imagine que c'est arrivé à des proches des gens que vous connaissez? Moi, je peux vous dire que Radio-Canada ainsi que d'autres médias ont pu faire justement l'expérience. Si je me rappelle bien, c'est arrivé à Radio-Canada, ils ont fait justement une expérience avec un de vos collègues et il a pu constater qu'effectivement, il y avait un biais qui était assez prononcé, qui montrait qu'il y avait une différence entre quand vous êtes blanc que quand vous êtes justement un conducteur de couleur. Et d'ailleurs, les juges l'ont constaté, ils l'ont vu, ils sont pas jugés à partir de rien, là. Donc, ils ont dit que l'article 636, c'était un biais, c'est-à-dire vers l'arbitraire, vers justement la discrimination. Et cette discrimination-là, c'était une discrimination qui n'était pas raisonnable dans une société démocratique. On est dans une société démocratique, il faut se donner les outils pour, et plutôt que d'utiliser l'article 636, il y avait d'autres moyens, mais ils ont décidé d'aller en appel. Bon, Stéphane Wall, des pommes pourries, des gens qui font mal leur travail, qui ont des préjugés, il y en a partout. Il y en a chez les journalistes, il y en a chez les policiers aussi, là. Il y en a des policiers qui ont fait effectivement du profilage racial, là, Stéphane. Tout à fait. Du vrai profilage racial, ça existe. Ce qui est important, c'est de nuancer, par contre. Donc, les policiers qui font du vrai profilage racial, je vais parler pour le SPVM, vont être dénoncés par les autres patrouilleurs. Donc, puis j'ai des cas vécus en tête, là. Donc, quelqu'un, exemple, qui intercepte à répétition tout le temps des personnes, exemple, avec la peau noire, oui, ou des personnes arabes, ou des personnes d'une autre nationalité, puis qui fait vraiment ce genre d'interception récurrente, ça crée un malaise chez les autres policiers. Il ne faut pas oublier qu'à Montréal, la majorité des policiers, en fait, la représentation des policiers, environ 23-25 des policiers là, qui font partie des communautés. Donc, ce n'est pas acceptable ce genre de comportement-là. Ils pourraient être dénoncés par des collègues de travail. Ils sont dénoncés lorsque quelqu'un fait des interceptions.
Toujours ciblant les mêmes personnes. OK, mais à quoi ça sert des interceptions aléatoires sur les routes? Pourquoi on fait ça? C'est très important d'avoir cette loi-là, ce règlement-là au niveau du Code de la sécurité routière, parce que ça sauve des vies. Seulement en 2022, là, au niveau de l'Association directeur de police du Québec, ils ont fait, avec la Sûreté du Québec, ils ont regardé combien il y avait eu d'interceptions aléatoires. Et dans les statistiques avancées, il y a plus de 1000 personnes qui ont été arrêtées pour une conduite avec des capacités affaiblies. Donc, on parle d'alcool, de drogue au volant. Et ça, c'est sans motif. C'est sans que les personnes aient démontré des signes sur la route de conduite erratique. Donc, les policiers ont intercepté ces gens-là à la Sûreté du Québec. Donc, on peut présumer que sur 1000 cas et plus de conduite à faculté affaiblie, il y a des cas qui auraient pu se terminer en accident mortel. Donc, d'avoir ce pouvoir d'interception-là, ça permet de détecter des gens avec les capacités conduire affaiblies. Puis mais si la personne, effectivement, là, elle zigzague pas sa rue, là, si la personne, là, elle démontre, il n'y a rien qui démontre que cette personne-là est sous l'influence de l'alcool ou des drogues, pourquoi d'abord l'interpeller puis pourquoi l'arrêter? Là? En fait... Si vous me permettez d'intervenir, oui. Moi, je vous dirais que la Cour, elle avait mentionné justement qu'il y avait d'autres moyens moins invasifs qui pouvaient être utilisés, justement, et je vais vous donner justement, j'avais pris des notes. Elle avait parlé justement de programmes de contrôle routier ponctuel, de barrages routiers structurés. Elle avait parlé d'interceptions basées sur des motifs raisonnables et probables de croire qu'il y a une infraction. Elle avait également parlé d'utilisation de la technologie pour repérer les infractions au code de la route. Elle avait mentionné le radar de vitesse et des caméras au feu. Elle avait également mentionné des campagnes de sensibilisation et d'éducation sur la sécurité routière. Ben, Stéphane, je vais demander, là, Stéphane Moll, des barrages routiers, justement, là, est-ce que c'est pas mieux que des interceptions aléatoires comme ça sur les routes? Toutes les façons sont bonnes. Donc, des barrages routiers, ça existe déjà. La problématique du barrage routier, c'est que ça prend une organisation. Ça prend de 3 à 4 véhicules de patrouille et c'est juste temporaire, exemple, dans une nuit. Et c'est impossible de faire des barrages routiers dans chacun des postes de quartier à chaque nuit. Et les conditions d'état d'ébriété, c'est souvent le soir et la nuit. Donc, c'est pas trop donner trop de pouvoir aux policiers de dire que vous pouvez arrêter, même si il n'y a rien qui démontre que la personne est suspecte, vous pouvez faire une interpellation. Bien, je pense que si on décide comme société de dire ils n'ont plus le pouvoir d'interpeller, les premiers perdants, ce ne sera pas les policiers. Les premiers perdants, ça va être les conducteurs qui sont sur les routes. Et c'est eux qui sont à risque. Donc, c'est la société qui va perdre. Et maintenant, ce qu'il faut penser aussi, c'est que lorsque les policiers sont en patrouille, comment ça fonctionne, une interception aléatoire? C'est que les policiers vont enquêter des plaques. Moi, je suis un véhicule, je vois un véhicule devant moi, je vais enquêter la plaque au CRPQ, Centre de renseignement policier du Québec, et ce que je vais voir, c'est le propriétaire du véhicule. C'est quelqu'un, exemple, qui a une soixantaine d'années, puis peut-être c'est un homme. Donc, moi, je vais passer à côté du véhicule, je vais aller voir est-ce que c'est un homme de 60 ans. Si c'est un homme de 60 ans, je n'ai pas besoin d'être appelé, je vais attendre le retour des informations, voir s'il y a un permis de conduire. Je n'aurai pas besoin d'intercepter. Maintenant, si c'est un jeune de 30 ans qui correspond pas au propriétaire, je vais aller l'intercepter pour voir s'il y a un permis de conduire valide. C'est-à-dire aussi, avec tous les cas de vol de voiture, vous avez besoin de plus en plus de faire ce genre d'interpellation-là, c'est ça? C'est deux choses, moi, que je dirais distinctes. C'est sûr qu'un peut emmener à l'autre, mais c'est distinct. Dans le sens que le 636 du Code de la sécurité routière, ça va être vraiment spécifique à trouver des gens qui n'ont pas de permis de conduire, l'immatriculation, les assurances, la conduite avec faculté affaiblie. Je vais faire une autre intervention. Oui. Il y avait un autre moyen qui était la dissuasion qui était utilisée également, dans le fond que la Cour avait mentionné. Elle avait dit qu'on pouvait mettre des patrouilles visibles sans nécessité de procéder vraiment à des interceptions. Donc, ce serait moins invasif. Donc, les personnes, en voyant des policiers présents, seraient moins susceptibles, moins enclins à violer le code de la sécurité routière. On sait tous, la dissuasion, c'est quelque chose qui marche. Donc,
si ça marche ailleurs qu'au Québec, ça doit nécessairement marcher. Monsieur Bazin, j'ai une question à vous poser, par exemple. Vous êtes d'accord avec moi que c'est pas parce qu'un policier fait une interpellation auprès d'une personne noire qui conduit un véhicule que c'est nécessairement du racisme? Je veux dire, à un moment donné, là, il y a aussi des Noirs qui brisent la loi, là, puis je veux dire, la job de la police, c'est d'arrêter le monde, faire des interpellations, puis tout ça. J'ai un problème à partir du moment où, de façon statistique, régulièrement, de manière ponctuelle, on arrive à des chiffres qui nous permettent de comprendre, de voir clairement qu'il y a une discrimination systémique. Donc, ce sont les personnes qui sont justement appartiennent à la minorité visible. C'est sur eux, justement, que le contrôle s'exerce le plus régulièrement, alors que ces personnes-là font partie de la minorité. Donc, imaginez-vous, la disproportion est telle que c'est pour ça qu'on en vient à dire qu'il y a de la discrimination systémique. Si vous êtes une minorité et que finalement, on vous arrête encore plus que les gens de la majorité par rapport à votre poids démographique, ça ne marche pas. Stéphane Wall. Je peux parler des surreprésentations parce que c'est important de parler de toutes les surreprésentations. Malheureusement, il y a un discours dans l'espace public qui fait porter les surreprésentations toujours sur les épaules des policiers. La réalité, c'est qu'il y a une surreprésentation au niveau de la direction de la protection de la jeunesse dans certaines communautés. C'est documenté. Ça n'a pas rapport avec les policiers. Là, on parle d'encadrement familial, conditions socio-économiques, différentes problématiques sociales complexes qui fait que des enfants sont placés à la DPJ. Il y a une surreprésentation face au système de la loi sur les jeunes contrevenants. Donc, dans les centres pour les jeunes, les centres jeunesse, il y a une surreprésentation également dans les mêmes communautés. Maintenant, les victimes de criminels violents, victimes de crimes violents, homicides, féminicides, selon Statistique Canada, il y a une surreprésentation qui est encore équivalente aux premières que je vous ai parlé. Les criminels violents qui sont surreprésentés selon Statistique Canada, qui sont dans les pénitenciers, dans les prisons, c'est encore les mêmes communautés. Maintenant, on a une surreprésentation. Les policiers qui sont sur la route répondent à des appels au 911. Ils ont des crimes à résoudre. Et il y a une surreprésentation des victimes de ces crimes-là. Donc, c'est sûr que les policiers, eux autres, recherchent des suspects qui vont correspondre aux agresseurs que les victimes déclarent. Donc, il y a une surreprésentation partout, mais c'est pas la faute des policiers. Et monsieur Bazin, là, si le ministre de la Justice là, va en appel, là, j'imagine, c'est pas parce que Simon Jolin Barrette est raciste, là, c'est parce qu'il trouve que les policiers ont besoin de cet outil-là pour faire leur job efficacement, non? Écoutez, je vais vous dire quelque chose qui ne sera pas nécessairement plaisant, mais qui est justement le reflet de notre société actuelle. Je vous donne un exemple très clair, là. Mettons que vous tombez en hiver, que il y a une vidéo, c'est très clair que la ville n'a pas mis la surface anti-dérapante, c'est-à-dire du sel ou quoi que ce soit du genre, ou du sable. Le citoyen va devoir se retrouver à devoir fighter pour faire, justement, obtenir une indemnisation. Vous ne l'avez pas facile. Le système actuel est fait de manière à ce que les personnes se retrouvent à devoir se battre pour obtenir, justement, une indemnisation par rapport à leurs droits. Donc, si le gouvernement insiste, il veut absolument maintenir ce pouvoir-là, je vous le dis, on est à une époque de judiciarisation. Il y a de plus en plus de personnes qui vont s'adresser justement aux tribunaux et ils vont devoir payer, que ce soit à la pièce, que ce soit justement par le biais de recours judiciaires collectifs, mais justement, ça va devoir se faire. Le recours en question, c'est même pas la Ligue qui l'a fait. Nous, on se disait, on va le faire, c'est nécessaire, mais regardez, là, je vous dis, là, carrément, là, on s'est retrouvé dans une situation, il fallait agir, et on avait déjà un autre recours collectif qui était là, qu'on a gagné, mais regardez, c'est la même chose. Il y a des comportements qui sont contraires aux droits et libertés fondamentaux, et tant qu'on n'a pas trouvé le moyen ou les manières de faire pour que les policiers fassent leur travail correctement, il faut éliminer clairement Stéphane Wall, oui. la disposition. En fait, j'aime justement la dernière intervention parce qu'effectivement, il y a des solutions technologiques pour faire diminuer les interceptions multiples. Moi et mon collègue André Gélina, on a souligné ça en 2022.
Donc, on est en 2024, il y a la technologie, on a les policiers, patrouilleurs, lorsqu'on patrouille, on a un centre de renseignement policier du Québec, on a un ordinateur. Si on avait la possibilité d'avoir la photo du propriétaire du véhicule directement à notre droite, oui. On a la photo, on sait qui est le propriétaire. Donc, nous, on pourrait passer à côté du véhicule, regarder où effectivement c'est le propriétaire. OK, vous ne l'avez pas, ça? On n'a pas la photo sur le véhicule. Donc, si on avait cette photo-là, on serait capable de dire, bon, on continue nos enquêtes, le permis de conduire est valide, j'ai pas besoin d'intercepter. Donc, ça ferait diminuer les interceptions multiples, assimilables à du profilage racial. Et il y a d'autres solutions. Et M. Bazin, là, j'imagine qu'il y a des policiers noirs aussi qui veulent faire des interceptions comme ça, là, puis qui trouvent que cet outil-là est important. C'est pas seulement des policiers blancs qui ont besoin de ça, là. Ben, moi, je vous dirais que, fort malheureusement, et c'est ça la réalité, c'est que à partir du moment où un policier vous intercepte, indirectement, vous risquez éventuellement de vous retrouver dans une mauvaise situation parce que votre vie pourrait être en danger en raison de la perception du policier. Le policier peut tirer sur vous, puis après, il va dire « Ah, j'ai pensé que, puis qui ne correspond pas nécessairement à la réalité. » Stéphane Noir, trop tard. Là, on va loin, là, on déborde. Là, on n'est pas dans les faits rationnels. D'ailleurs, je veux juste préciser quelque chose. Là, au niveau, justement, des morts concernant les interventions policières dans notre société, les personnes noires, là, lors des interventions policières, se retrouvent à être en majorité par rapport, justement, à leur poids démographique, dans le sens que ils se retrouvent à être tués ou blessés régulièrement. Mais M. Bazin, je voudrais vous rappeler qu'on vit au Québec. Là. Je veux dire, George Floyd, ça s'est passé aux États-Unis. Là. Je comprends qu'aux États-Unis, il y a une problématique qui est autre, mais on vit au Québec. Là. On commence pas à tirer à vue là, sur les gens noirs dans la rue, là, les policiers. C'est très, très fort de café. On est dans les préjugés conscients et inconscients envers le métier policier actuellement. Et c'est difficile de croire qu'un avocat peut se prononcer comme ça, alors qu'on est dans un système de droit. Et lorsque les policiers ont à utiliser la force mortelle dans une situation, ça se passe parfois en 2 ou 3 secondes d'analyse et de prise de décision, de 1. Et de 2, la réalité, c'est que peu importe les systèmes qui ont été mis en place dans notre système démocratique, il y a un bureau des enquêtes indépendantes qui fait une revision de tous les événements. Et s'il y a des accusations à porter contre des policiers qui n'étaient pas justifiées, les accusations vont être portées. Donc, il faut faire attention aux amalgames de M. Bazin. Mais M. Bazin, dans certains quartiers... Moi, je regardais, là, il y a un rapport du coroner, justement. Il y a des études qui sont faites. J'invente pas les chiffres, j'invente pas les données. Ils le disent clairement, il y a une disparité, et la disparité est très claire. Si vous êtes noir, par rapport à une intervention policière, c'est pas compliqué, là, vous risquez beaucoup plus qu'une autre personne de vous retrouver blessé ou mort. Mais Stéphane Noir, ça démontre cette conversation-là, là, puis ça, à quel point c'est difficile maintenant d'être policier. Hein? Parce qu'il faut que tu prennes en considération un paquet de réalités, puis la susceptibilité aussi, puis tout ça, ça devient difficile. C'est très difficile, oui, mais en fait, là, si on s'en va sur la pente glissante que mon interlocuteur veut m'emmener, lorsque les policiers ont à utiliser une force, un niveau de force, puis ça, c'est mon domaine, bien, il n'y a aucun moment où les policiers vont se dire quelle est la couleur de peau de la personne qui est armée devant moi. Ce que les policiers vont regarder, c'est la couleur de l'arme que la personne tient dans les mains. Est-ce que c'est un couteau? Est-ce que c'est une arme blanche? Est-ce que c'est une arme à feu? C'est cette menace-là que les policiers vont percevoir et vont réagir à cette menace-là. Ce n'est pas la couleur de la peau de la personne qui tient l'arme. Faut le mentionner, là. Alors, si, en terminant, Max-Stanley Bazin, si la Cour d'appel donne raison au gouvernement du Québec, comment va réagir la Ligue des Noirs? Écoutez, on verra ce qui va se passer. Dans le futur, là, j'ai pas de boule de cristal, je sais pas, mais ce que je sais, c'est que nous, on est formés pour justement réagir aux urgences et justement à la nécessité d'intervenir ou non dans les tribunaux. Moi, je sais qu'on va mandater, si c'est nécessaire, des avocats, parce que moi, je n'agis pas comme avocat, je vous le dis. Quand c'est nécessaire, on va faire en sorte qu'il y ait des avocats qui se pensent sur la question.
Donc, si Québec décide d'aller dans le sens où est-ce que c'est pas raisonnable, parce que le juge a dit clairement, ce n'est pas raisonnable. Donc, ils veulent aller ailleurs, ben là, ils devront payer les conséquences. En tout cas, c'est le système de justice qui va décider. On verra ça. Merci beaucoup, Max Stanley Bazin, président de la Ligue des Noirs du Québec. Stéphane Wall, ici, superviseur retraité au SPVM, spécialisé en usage judicieux de la force. Merci beaucoup à vous deux de vous être prêtés au jeu. Merci, M. Bazin. Bonne journée. Merci, Richard.